Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce week-end, je participe à l'événement Marathon de Cheverny et Trail du Pays des Châteaux. Il y aura 2 vidéos et vous êtes ici dans la première. Deux vidéos car je participe à 2 courses. Demain samedi se tient le Trail du Pays des Châteaux, 3 formats, 14, 35 et 63 km. Et dimanche ont lieu les courses du Marathon de Cheverny, donc 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon, avec en plus une rando pédestre de 12 km. Je participe pour ma part au trail, ou plutôt à la course nature de 63 km demain. Je dis course nature parce qu'on a seulement 350 mètres de dénivelé positif sur l'ensemble du parcours, donc ça va être très plat. Ça ressemble énormément au Trail du Forêt que j'avais fait il y a maintenant 2 ans, où c'était 60 km et 600 D+, là c'est même encore moins, 63, 350. Donc pour ce trail là demain, je vais essayer d'être le plus performant possible, on va dire, hein, d'aller le plus vite possible, tenir la meilleure allure possible. Et ensuite dimanche, marathon, 42 km en mode tranquille cette fois-ci, festif, pour profiter de la belle ambiance qui devrait y avoir. Mais voilà, sans pousser après la grosse course de la veille. Là on est au retrait des Dossards à Cours-Cheverny, exactement au gymnase de Cours-Cheverny, juste à côté du château de Cheverny, le château du capitaine Haddock. J'aurai tout le temps de vous en parler dimanche pendant le marathon. On va récupérer les Dossards et puis ensuite je vous en dis un petit peu plus sur le programme du week-end. Allez voilà, les dossards des 2 courses sont récupérés, on va rentrer au logement pour se préparer pour demain. Logement qu'on a pris à Blois, à peu près à 20 minutes d'ici, à 20 minutes de Cheverny. Lieu d'ailleurs d'un autre château très connu, le château de Blois, tout simplement, avec son escalier monumental, demeure il y a plus de 500 ans de Louis XII. D'ailleurs j'ai eu un petit peu l'occasion de visiter Blois pour mon footing d'activation tout à l'heure, c'était vraiment super joli. Enfin bon, demain départ pour ce trail du Pays des Châteaux à 8 h. Je pense qu'entre le nom du trail, toutes ces histoires de châteaux, vous l'aurez compris, on est dans le Pays des Châteaux de la Loire, des édifices majestueux bâtis par et pour les rois de France. Alors par les rois de France, pas par eux directement, hein, plutôt par leur sujet. Édifices qu'ils ont plus ou moins habités en fonction de ce dont on parle, ici dans le Val-de-Loire, au fur et à mesure des siècles et des époques. Alors je dis ici, mais cette région de construction des châteaux, elle est assez vaste, hein, grossièrement d'Orléans et Bourges à l'est jusqu'à Nantes à l'ouest, en passant par Tours et Angers. Essentiellement dans les départements du Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Eure-et-Loire et Maine-et-Loire, le long du trajet du plus célèbre fleuve de France, la Loire. Ces châteaux, il y en a quand même une bonne flopée, donc je ne vais pas tous vous les citer. Si ça vous intéresse, je vous les mets comme d'habitude en description. Mais bon, si je vous en parle, c'est qu'on devrait quand même en apercevoir quelques-uns ce week-end. Déjà, le marathon de Cheverny se tient dans le parc du château de Cheverny, qui est également le lieu d'arrivée du trail demain. Et on devrait aussi en croiser 2 ou 3 autres sur ce trail, dont le plus célèbre, le château de Chambord. Mais bon, je vous parlerai de tout ça demain, entre 2 foulées.
Allez, je suis de retour au logement, là, il est 21h, tout est quasiment prêt. J'avais juste oublié, mais je voulais vous montrer rapidement le contenu du sac qu'on a eu au départ. Hop, je vais vous poser ici. Donc, déjà, hop, une pour chaque course. Apparemment, c'est 2 producteurs différents, donc c'est pour ça qu'ils m'ont quand même donné les 2. Je m'y connais vraiment pas en vin, donc pour les connaisseurs, je vous laisse regarder. Ensuite, un petit gobelet. Marathon de Cheverny Trail du Pays des Châteaux. Un bœuf. Donc le sac. Et un t-shirt de course. Donc on aura un t-shirt finisher à la fin du marathon dimanche, si je le termine. Et j'ai aussi eu un t-shirt pour le trail, mais je l'ai mis dans mon sac de fin de course. J'ai pas envie de tout déballer maintenant, donc je vous le montrerai à la fin de la course. Allez, moi de mon côté, je vais essayer d'aller me coucher. Vous le savez, le gros problème pour moi, c'est le sommeil. Donc je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté en allant me coucher tôt pour essayer de dormir au moins quelques heures. Et puis je vous laisse, vous, de votre côté, avec la partie engagée du jour. On continue sur les 12 discours d'inaction climatique et on parle aujourd'hui de l'individualisme. On reprend donc où on s'en était arrêté dans la partie engagée du Trail du Ventoux. On avait présenté dans sa globalité ce schéma des 12 discours d'inaction climatique en introduisant brièvement chacun des 12 discours. L'objectif maintenant va être de détailler et d'expliquer chacun de ces discours ainsi que d'apprendre à y répondre. Que ce soit pour répondre directement à la personne que l'on a en face de nous et engager le débat, ou bien simplement pour savoir repérer ce type de discours et nous, avoir la réponse dans notre esprit, comprendre pourquoi cet argument est faux, fallacieux ou biaisé. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur le premier de ces discours, l'individualisme, qui appartient à la catégorie Redirect Responsibilities, donc rediriger les responsabilités. Le discours de l'individualisme, c'est quelque chose que l'on retrouve évidemment dans la population générale, mais aussi et surtout chez les responsables politiques, notamment les membres de notre gouvernement en France, qui sont particulièrement doués sur ce plan-là, ou encore chez les responsables ou patrons de multinationales ou de grandes entreprises exploitant les énergies fossiles. Il consiste tout simplement à rediriger la responsabilité du changement climatique et les solutions sur les individus, plutôt que de l'aborder de manière systémique comme à l'échelle d'une entreprise ou d'un pays. Un exemple que j'ai personnellement trouvé marquant en France, c'est lorsqu'en 2022, Agnès Pannier-Runacher, alors fraîchement élue ministre de la Transition énergétique, déclarait que pour limiter le réchauffement climatique, il fallait limiter et supprimer les emails rigolos envoyés à nos amis. Alors on va passer outre le ridicule de cette déclaration quand tu viens d'être nommé ministre de la Transition énergétique, que tu as le pouvoir d'aller agir auprès des entreprises exploitant les énergies fossiles, que tu peux faire modifier les lois, en faire voter de nouvelles, et que tu choisis à la place de dire ça en premier lieu. Et puis, non seulement l'impact des emails est minime comparé à beaucoup d'autres secteurs, mais qui fait ça aujourd'hui, d'envoyer des emails rigolos à ses collègues? Je veux bien qu'avec la réforme des retraites, on travaille de plus en plus tard, mais les emails rigolos, ça se fait plus depuis au moins 20 ans, non? Enfin bon, on met le ridicule de côté, j'ai dit, et on se concentre sur le fond. Ici, on a clairement un discours reportant la responsabilité sur les individus de la part d'un membre d'une organisation politique, en l'occurrence le gouvernement français, en demandant en premier lieu aux citoyens d'apporter des changements individuels à leurs habitudes afin de solutionner le dérèglement climatique. Qu'on se mette tous d'accord, les actions individuelles sont et seront nécessaires dans la lutte pour l'environnement et le climat, et je suis d'ailleurs le premier à vous en parler, mais elles ne constitueront jamais la première chose à mettre en avant lorsque l'on est responsable politique ou patron d'entreprise polluante. Le citoyen a son rôle à jouer, c'est certain, par le biais de ses votes, par ses modes de consommation, ses choix de vie, son bilan carbone, et il est nécessaire que chacun fasse sa part. Mais il ne faut jamais oublier, quand vous entendez ce type de discours de la part d'un politique ou d'un grand patron, que la majorité du poids de la responsabilité est bien de leur côté. Gardez toujours en tête que les 1% les plus riches dans le monde émettent autant que les 2 tiers les plus pauvres, ou encore qu'une entreprise comme Total Energy émet chaque seconde bien plus que ce qu'un citoyen français comme vous et moi émet en une année. La priorité, lorsque l'on est responsable politique comme Agnès, ne devra donc jamais se porter sur les actions individuelles. Un médecin urgentiste qui voit arriver un patient polytraumatisé dont le pronostic vital est engagé dans son hôpital ne commencera pas par lui soigner son ongle incarné. Attention, encore une fois, je le répète, que ces chiffres et informations ne vous fassent pas vous dire que les actions que vous pouvez mettre en place au quotidien sont inutiles et que de toute façon tout est déjà foutu. Sinon on bascule dans un autre des 12 discours de l'inaction climatique que l'on verra une prochaine fois, le catastrophisme. En fait, le gros point fort des actions individuelles, c'est qu'elles ont un énorme potentiel d'action collective pour stimuler des changements à grande échelle, modifier ce qui était jusqu'à maintenant la norme pour la remplacer par une nouvelle. Des études suggèrent d'ailleurs que lorsqu'un nouveau comportement apparaît au sein d'une population, celui-ci commence à être envisagé, voire adopté par une majorité de la population lorsqu'il dépasse le seuil des 25%. Pour illustrer ça, je vais dire n'importe quoi. Si demain un individu vous dit que vous frotter une carotte sur le visage matin et soir va réduire très fortement le risque de cancer de la peau,
vous n'allez pas forcément le croire. Maintenant, si par la suite vous voyez que cette pratique est relayée et effectuée par plus de 25% de la population mondiale, qu'on en parle à la télé, sur les réseaux sociaux, sans forcément vous y mettre, vous allez avoir tendance à minima à reconsidérer cette pratique et à vous renseigner sur le sujet. Et c'est la même chose pour les actions individuelles vis-à-vis du changement climatique. Si 2 ou 3 personnes limitent au maximum l'avion lorsqu'une alternative existe, c'est super, mais cela aura peu d'impact. Maintenant, si ce chiffre augmente progressivement jusqu'à atteindre 25% de la population, il y a des chances pour que cette pratique soit progressivement adoptée par la majorité jusqu'à devenir une norme sociale. Et second impact positif et pas des moindres, le bilan carbone des entreprises de l'aérien sera drastiquement réduit. Oui, je sais, ils sont capables de faire voler des avions à vide, mais si c'est amené à se multiplier, ils ne le feront pas pendant bien longtemps. Et c'est là que les actions individuelles développent tout leur potentiel. Pour revenir à l'individualisme, si je cite l'étude de l'université de Cambridge, il s'agit donc d'un discours réduisant le champ des solutions aux seules actions individuelles, en occultant l'immense rôle à jouer des puissants acteurs et organisations qui ont, eux, soit un impact décisionnel, comme les gouvernements, les ministères, soit un impact très important sur la production d'énergie fossile ou d'émissions de gaz à effet de serre, comme les grandes entreprises. C'est un transfert de responsabilité, sous-entendant que les responsables du changement climatique sont ceux qui consomment les carburants fossiles ou les produits qui en sont issus, plutôt que ceux qui les produisent. Alors l'exemple que je vous ai donné fonctionne, mais c'est aussi le cas lorsque l'on vous dit d'éteindre le robinet quand vous brossez les dents, d'éteindre la douche quand vous shampouinez, de trier vos déchets. Là en plus c'est des exemples où, même s'il faut le faire, il faut faire le maximum de toute façon dans la situation dans laquelle on est. Mais là, c'est des exemples où c'est vraiment pas le plus efficace. Au niveau des ordres de grandeur, il y a plein d'autres choses à mettre en place avant. Mais même lorsque l'on vous dit de mettre en place ces choses très importantes, c'est-à-dire arrêter de prendre l'avion, arrêter de manger de la viande, du moins limiter pour pas heurter les différentes sensibilités, acheter une voiture électrique, ça, effectivement, c'est efficace, il n'y a pas de doute. Au niveau individuel, c'est très efficace. Mais lorsque l'on est responsable politique ou patron d'une grande entreprise, c'est absolument impossible d'avoir ce discours en premier lieu, de rejeter la faute sur les individus, sur les citoyens, plutôt que de mettre en place des actions à grande échelle. Un discours acceptable et plus productif, par exemple de la part d'Agnès Pannier-Runacher, mais aussi de beaucoup d'autres, serait plutôt de mettre l'accent sur les bénéfices collectifs des actions individuelles pour stimuler les changements à grande échelle, mais tout en reconnaissant avant tout que les changements structuraux et la réglementation sont nécessaires pour accompagner les changements de comportement à l'échelle individuelle. Bon, en gros, c'est un peu le bazar. Action individuelle, changement à grande échelle, on a tendance à les opposer, et en fait, il est là le problème. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le changement climatique est un problème multifactoriel qui ne se résoudra que de manière combinée, par des actions individuelles certes, mais aussi et surtout par des changements à grande échelle, portés par nos responsables politiques pour que les plus gros émetteurs, les très grosses entreprises, réduisent leur exploitation des énergies fossiles et leurs émissions de gaz à effet de serre. Et si les puissants doivent changer, c'est un fait, cela ne doit pas non plus nous déresponsabiliser. Si demain, nous individus, nous étions tous à 3 ou 4 tonnes de CO2 équivalent par habitant sur une année, ça signifierait que nous avons énormément réduit nos consommations et par conséquent que les entreprises produiraient beaucoup moins, émettraient beaucoup moins et donc que leur bilan carbone serait drastiquement réduit. Je vous apprends rien, mais tout est relié. Pour conclure, c'est en fait toujours la même logique, avoir les ordres de grandeur en tête. Certes, ces entreprises ont un bilan carbone que l'on a du mal à prononcer, avec un nombre de zéros que l'on a du mal à compter, mais ces bilans carbone représentent aussi en partie la somme de toutes les consommations que nous, individus, consommons en allant acheter des produits chez ces entreprises. Nous devons donc adapter nos comportements à l'échelle individuelle, réduire notre empreinte carbone, militer pour des changements structuraux à grande échelle, mais ce qui est certain, c'est que l'individualisme, ce discours visant à reporter l'entièreté du problème sur les individus est problématique, facteur d'inaction climatique, et qu'il est nécessaire de savoir le repérer et y répondre. Voilà pour ce premier des 12 discours d'inaction climatique, j'espère que c'était clair, que vous avez trouvé ça intéressant. La prochaine fois, on parlera du plus répandu de ces 12 discours, le whataboutisme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des questions ou des remarques, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Et sur ce, on se retrouve au Pays des Châteaux pour le départ de ce trail. Allez, 7h30 du matin, me voici à Malib, le lieu de départ de la course. Départ dans une demi-heure à 8h. Malib, petite commune de 700 habitants à peine, qui a comme particularité, et c'est assez rare pour le souligner, de ne pas avoir d'église. C'est une des 600 communes de France sur les 35 000 qu'il a par SEM à être dans cette situation. Voilà, je trouvais ça atypique. Et le départ sera donné juste ici, devant la biscuiterie de Chambord,
où ils font évidemment des gâteaux. Une spécialité du coin, le palais Sologno. Sologno en référence à la Sologne, comme les habitants de la Sologne aussi. Et la Sologne qui est une région forestière naturelle française dans laquelle on se situe actuellement. Allez, je vais finir mon échauffement et puis on se retrouve pour le départ dans peu de temps. Allez, ça fait un peu plus de 2 km qu'on est parti. C'est parti ouais, sur les chapeaux de roue. Hein. Je suis parti à une allure de 4,30, 4,45. Ce qui est déjà assez rapide, je trouve, sur 60 bornes. Et j'ai eu au moins 20 mecs devant moi. Et là, on est déjà entré dans le parc de Chambord, domaine national de Chambord, et dans sa forêt, par la porte de Saint-Dié. Ce trail, il va aussi partir sur les chapeaux de roue niveau historique, niveau paysage. Parce que vous l'aurez compris, on va voir le château de Chambord dans déjà très peu de temps. J'aurai pas mal de choses à vous dire à son sujet. Mais bon, promis, après j'essaierai de me taire un peu plus. Et premier ravitaillement annoncé, kilomètre 14,6 au château de Sommery. Normalement, un peu plus d'une heure de course. 1h05, 1h10. Allez, on arrive au rond-point François 1er. Et là, on va avoir une magnifique vue sur le château de Chambord. Donc le château de Chambord, le plus vaste et probablement le plus connu des châteaux de la Loire. Immense par la taille. Il y a plus de 400 pièces, autour de 80 escaliers, 282 cheminées. Je sais même pas comment il y a des arbres encore ici avec ça. Et donc, immense par la taille, on pourrait croire immense par l'histoire. Alors, évidemment, l'histoire est incroyable, mais pas tant que ça par rapport à ce que pourrait mériter ce château. Il a été construit entre 1519 et 1547, donc sous le règne de François Ier, qui, après sa victoire contre les Suisses en 1515 à Marignan, s'est dit tiens, et si je me faisais ériger un château comme ça à ma gloire. Donc ouais, ils avaient un peu le melon, les rois de France. Et le truc marrant, c'est qu'en fait, au final, François Ier meurt en 1547 et il y passera que 42 nuits dans ce château. Après, ses successeurs, Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII, ne s'en serviront pas tant que ça, même quasiment pas. Ils y résideront pas et passeront de temps en temps, mais pas plus. Et c'est que sous le règne de Louis XIV que le château sera réellement fini, plus de 150 ans après le début de sa construction. Et Louis XIV s'en servira surtout pour y organiser de grandes fêtes, des parties de chasse. Ensuite, le château sera légué à son petit-petit-fils, Louis XV. Petit-petit-fils parce que Louis XIV, le roi Soleil, vous le savez, a eu une période de règne énorme, plus de 70 ans. Voilà, regardez comme il est beau. Et donc Louis XV s'en servira essentiellement pour y loger son beau-père, roi de Pologne en exil. Et lorsque celui-ci retournera en Pologne, et ben le château sera laissé à l'abandon pendant 12 ans. Il en fera finalement don au maréchal de Saxe, qui en deviendra gouverneur à vie. Gouverneur à vie, mais il meurt 2 ans plus tard. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il est un peu maudit ce château. Il échappera à la destruction pendant la Révolution française, à la fin du 18e, même s'il sera saccagé. Il passe ensuite entre de nombreuses mains. Napoléon, Henri d'Artois, le duc de Bordeaux, puis finalement les Bourbons de Parme. Et l'État français finit
par l'acheter au Bourbon de Parme, à la dynastie des Bourbons de Parme, en 1930. Il échappe on ne sait comment au bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est finalement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 81. Et le voilà qui se dresse fièrement devant nous. On aperçoit là de l'autre côté de la rivière qui est le causson du jardin à la française. Jardin très symétrique, très géométrique, à l'inverse des jardins à l'anglaise qu'on va traverser là-bas. Et donc le causson, la rivière, c'est de là que vient le nom du château de Chambord, de l'ancien gaulois Camborito, qui signifie passage sur la courbe, parce que le château est situé au niveau de la courbe de la rivière. Jardin à la française qui date de l'époque Louis XIV, ils ont été abandonnés après plus ou moins 200 ans. Ils ont été restaurés seulement en 2016-2017. Et les jardins à l'anglaise en face là, qui datent de l'époque des Bourbons de Parme. Il est vraiment magnifique et immense. Là sur ma droite, on voit l'église Saint-Louis, qui elle est antérieure au château, mais sous cette forme qui existe depuis le XVIIe. Pareil, elle a été rachetée par l'État français au Bourbon de Parme dans la première moitié du XXe siècle. Merci. Alors on la voit bien. Et voilà, là on est dans l'allée centrale face au château. On peut vraiment voir à quel point il est immense. Son architecture aussi symétrique quasi de partout. Et François Ier, il voulait que ce soit un style à la fois médiéval au centre et vénitien pour le reste. Et d'ailleurs, selon les sources assez probables que l'on a, Léonard de Vinci aurait participé non pas à la construction, mais au plan de ce château. Ce qu'on a retrouvé dans ses notes, des dessins de l'escalier à double hélice au centre. Je vous mettrai une photo qui se trouve au centre de ce château. Parce que ouais, Léonard de Vinci a fini sa vie juste à côté d'ici, au Clos Lucé, qui touche quasiment au château d'Amboise. Et il est mort en 1519, donc année du début de la construction de ce château. Et là on retrouve le causson, rivière qui se jette après un peu plus loin dans le Brevon, qui elle-même se jettera dans la Loire. Et là on passe devant les étangs, l'étang des Bonshommes. Plus loin il y a l'étang neuf qu'on verra pas aujourd'hui. Et encore un petit peu plus loin on aura l'étang de la Faisanderie. Attention. Merci. C'est rien, c'est rien. C'est le changement de direction au dernier moment qui m'a eu. Bah, vous avez assisté à une chute. Là dans les marécages. Ce que vous voyez ici, c'est, je pense, le grand fossé. Une curiosité du coin. Un mystère qui n'a pas été totalement résolu. Ils pensent que ça a été construit au 16e ou 17e, je sais plus, pour assécher les marais qui entouraient le château de Chambord. Et pour ça, donc, ils ont creusé ce fossé qui atteint parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur. Parce que ouais, c'est très marécageux autour de Chambord. Du moins, ça l'était à l'époque. De retraverser le causson. On va ensuite longer. Là-bas on va passer un peu dans les vignes. Normalement.
Et voilà les vignes de l'Ormetrou. Pas très loin normalement de l'ancienne ferme de l'Ormetrou. J'y connais rien en vin, mais ici normalement il y a des cépages assez anciens, assez connus. Romorantin, Pinot Noir. Il paraît. Allez, on approche du 13e kilomètre. À la base, cette course, je voulais la faire à 4,30 de moyenne à peu près. Puis en fait, j'étais pas très en forme ces derniers temps. J'ai vu que ce serait pas trop possible. Donc je me suis dit, tu pars à 4,45, histoire d'avoir un rythme conservateur et pas de cramer. Bon, finalement, je suis parti à 4,30. Pour l'instant, ça va, mais ça risque de péter en deuxième partie de course, quoi. Surtout avec les chaleurs qu'on risque d'avoir. Ils annoncent 25 degrés aujourd'hui. Première chaleur de l'année. On verra bien. Merci. 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 Allez, ici, on va sortir du domaine national de Chambord par la porte de la Chaussée-le-Comte, le nom du village. Chambord, c'est déjà fini. À peine 1 heure de course. Ça allait vite, hein. Genre. Et voilà, château de Sommery, château du XVIe siècle, et qui n'est pas un château de la Loire, qui est une clinique privée pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Bah, c'est ce que je disais. Non, en vrai, c'est pas drôle. Troubles psychiatriques, c'est des vraies maladies, mais ceci dit, ça nous correspond bien à nous trailers de passer par des endroits comme ça, puisque on nous traite souvent de fous. On a notre place finalement. Le revoilà. Ravitaillement 600 mètres. Merci. Bonjour, je veux bien de l'eau plate s'il vous plaît. De l'eau plate. Et de l'eau plate aussi. Ouais, tout à l'heure dans un marécage, je me suis pas fait mal. C'est beau à voir. Merci beaucoup. De l'eau aussi. Bon courage. Ça va? Ouais, ça va. 16e là. Ok. Et voilà, ravitaillement express au château de Sommery. Pour les ravitaux, maintenant je filme plus à la GoPro. Pour essayer d'avoir les mains libres. Je filme avec ça. Ça doit balloter un peu, ça doit pas être génial, mais moi ça me simplifie un peu la vie. J'espère que ça ira sur les images quand même. Et là on a à peu près 15 bornes, 14 jusqu'au 2e ravito, Val de Blois, sur les bords de Loire. Un camping. Et là on doit être au village de Huisseau-sur-Cosson. Voilà. Allez, on a dépassé le 20e en 1h33. Ah, et c'est plat de chez plat, à perte de vue. Bonjour, merci. Merci. Merci beaucoup. On traverse une nouvelle fois le Cosson. Et là, on arrive à un château. Château des Grotteaux. Pas un château de la Loire non plus. Construit en 1620. Il peut être visité. Je vous montrerai dès que je peux. Il peut être visité. Mais aujourd'hui, c'est aussi et surtout une chambre d'hôte. Et je crois qu'il a une face Renaissance et une face plutôt Moyen-Âge. Donc un domaine privé, hein, là encore. Voilà.
Et une petite montée. Ah, je m'attendais pas à ce passage. J'ai pas filmé, mais en fait, il nous est remonté sur le pont immédiatement. Petite surprise du chef. Bonjour, merci. Et ici, on a un viaduc qui date fin du 19e siècle, viaduc ferroviaire, qui est plus utilisé aujourd'hui. Ouais, donc qui est plus utilisé aujourd'hui parce que la partie qui traverse la Loire un petit peu plus loin a été détruite par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il reste ces vestiges. On va pas tarder à arriver sur le deuxième ravito, puis ensuite sur Blois. C'est vrai que j'ai pas dit son nom, mais c'est le viaduc de Noël. Allez, on va grimper dessus. Ah, on est sur le GR3. Sympa ici. Et on voit les vestiges là-bas de ce qui a été détruit. Camping du Val de Bois. Merci. Bonjour. De l'eau plate s'il vous plaît. Ça va, c'est pas trop chaud? Il commence là. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Allez, deuxième ravito c'est fait. On est sur les bords de Loire, fleuve le plus connu de France, le fleuve Royal, fleuve qui prend sa source dans les monts du Vivarais, au pied du mont Gerbier de Jonc, dans le sud-est du Massif central, pas trop loin de vers chez moi. Merci. Merci. Et ouais, quand on a l'habitude de voir la Loire, comme c'est mon cas vers Saint-Étienne et ses alentours, c'est surprenant de la voir ici parce que elle est déjà aux 3/4 de son parcours à peu près. Elle a été gonflée par ses affluents, donc elle est beaucoup plus large. Après, elle va vers Nantes et puis Saint-Nazaire où elle se jette dans l'océan Atlantique. Mais ouais, vers chez moi, elle est beaucoup moins épaisse. Allez, on arrive à Blois, de l'autre côté du pont là-bas. Et c'est chiant, ça m'a jamais fait ça, mais tout va à peu près bien. Sauf un début de crampe au mollet gauche. Vraiment bizarre. On va voir. Blois, ville au sein de laquelle il y a un autre château de la Loire, le château de Blois, dont je vous parlais hier. Cathédrale Saint-Louis, l'église Saint-Nicolas qui est derrière là-bas. Et puis derrière on l'aperçoit, un pont vieux de 300 ans. Il est juste en dessous de l'autre là. Le pont Jacques-Gabriel, qui est encore utilisé par les voitures pour arriver au centre-ville de Blois. Voilà, là on voit mieux. C'est vraiment très joli hein, comme ville de Blois. Avancez! Avancez! Merci. Merci. Ouais, c'est typiquement le genre de truc qu'ils nous font faire. Vous voyez, descendre et remonter juste là en fait. C'est 4 ou 5 fois qu'on a des conneries comme ça. Ah, et là ça commence doucement à taper un petit peu plus. La crampe ça va, ça évolue pas trop. Encore le Cosson. Et juste derrière, la commune de Saint-Gervais-la-Forêt. Et là on va arriver dans la section avec plus de D+. La deuxième partie est plus vallonnée, même si vallonnée est un bien grand mot. On n'est pas loin de Vineuil, donc là d'où partait le 35 km à 10h. Moi je crois qu'on passe pas exactement là où je croyais qu'on allait passer. Je sais pas si c'est pas le parc du château de Saint-Gervais-la-Forêt ici.
Et ça y est, j'ai doublé mes premiers coureurs du 35 avec les cerfs-filets. Ah ça y est, là, avec les premières côtes, j'ai pris le premier vrai coup de bambou. Alors bien le gérer jusqu'au ravito, bien boire au ravito, coca. Après il restera 20 bornes. Ah, on est sur les coteaux là, la forêt de Saint-Gervais. Ça monte, ça descend. Là c'est vraiment très bien. Merci. Ah, il y a vraiment beaucoup de 35 à doubler là. Ah, en tout 2 fois plus dur sur les singles. Je passe à gauche. Merci. À vous aussi. Je passe à gauche. Ah, ça c'est la plus longue montée du parcours jusqu'à maintenant. Je profite pour marcher un peu. Ça commence à être dur. Pardon, excuse-moi. Ah, je galère tellement à les doubler. Je passe à droite. Je passe à haute gauche. On arrive doucement à proximité du château de la Chenaie. Lui aussi une clinique privée pour traiter les troubles psychiatriques, décidément. Et le ravito doit plus être très loin. J'en ai besoin. Ah c'est dur là. Je vais te prendre la gourde. Tiens, elle est là, elle est là. Oui. Merci. T'as tout ce qu'il faut? Ah bah je reprends. Ça va? C'était vraiment dur la forêt. En fait j'ai dû doubler tellement de 35. Ouais, là, prends de la route. Je me repose 2 secondes là. Allez, allez. Pas de soucis. Bon là pour le coup, je me suis arrêté plus longtemps que prévu mais j'en avais besoin. Je suis pas bien là. Il reste 20 bornes mais je suis pas bien. J'arrive plus du tout à tenir les allures. J'ai vraiment pris un gros coup de chaud. YouTube? Ouais. Salut maman. Là, les montées-descentes plus le fait de devoir doubler un nombre incalculable de 35, ça m'a explosé. Allez, j'ai passé le 50e, je sors de la forêt pour arriver dans un village qui s'appelle Loré de la Forêt, porte très bien son nom. On va refaire une petite boucle dans les bois avant d'arriver au château de Beauregard. Je suis cramé là. Merci. Il y avait un petit point de surprise là, c'est bien. Putain, les premières chaleurs elles me font mal. Allez, il reste 13 bornes max. Il a annoncé 350 D+, je suis déjà à 480. Ah putain, le passage comme ça c'est dur là.
Super! Allez, on arrive au château de Beauregard. Un des châteaux de la Loire aussi, un peu plus ancien, 15e siècle. Propriété privée aujourd'hui. Bon, il appartient à des gens qui l'entretiennent. Le 14 km est parti d'ici d'ailleurs. Et ce château il est particulièrement connu pour sa galerie des illustres. C'est une très grande pièce avec environ 315 portraits je crois, qui racontent plus de 300 ans d'histoire de France. Les portraits des rois de France. Ça avait été commencé par Hollardier je crois, au 16e ou au 17e. Il y a 3 générations de sa famille qui se sont succédées pendant 60 ans pour terminer ce travail. Je vous mettrai une image. C'est très impressionnant cette pièce. Arrête toi aussi hein. Allez, normalement là, après on va passer devant les jardins. Ils sont beaucoup plus récents, hein. Ils datent de 1992. Ils ont été séparés en 12 petits jardins, 12 petits sous-jardins, en référence aux 12 groupes de portraits de la galerie des illustres. Ah, ils sont sur ma droite ces jardins. Là-bas. Ah, on voit bien c'est délimité par des haies. Merci. Merci. Je viens de croiser des gens qui m'ont dit top 10. Ce serait bien. C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé. Avec moins de 5h30. Moins de 5h30 ce sera pas le cas. Mais top 10 c'est faisable. On va essayer. Il y en a 2 qui sont juste derrière moi là. Que je viens de doubler mais c'est pas donné. Et ici je crois que c'est le Bourrevon qu'on traverse. Et juste après on va traverser le château de Conon, qui est aujourd'hui un musée promenade, date au moins du XIIIe siècle. On n'est pas sûr de sa date de construction. Et aujourd'hui c'est un musée promenade où il y a des œuvres de Louis Debré, sculpteur très connu du XXe siècle. C'est de l'art contemporain. Moi j'y connais pas grand chose donc je vais me taire et on va observer. Et c'est là que se trouve le dernier ravito ici. Merci. J'ai hâte d'applaudir des producteurs. Ah, on était censé avoir le ravito là au 57, là je suis à 57,35. Les bénévoles ont dit ravito dans 1 km. Ça a fait mal ça. Moyen qu'on termine plutôt à 65 là. Allez, dernier ravito. Bon, du coup, le château de Conon, on passait pas à l'intérieur. J'ai pas pu vous montrer. 7 bornes, il m'a dit le gars au ravito. Donc ça va faire 65 tout pile normalement. Le lutte, ça rappelle la maison. Allez, je suis à 61,6 là. Il reste moins de 3,5 km. J'arrive à mieux dérouler sur la fin. Ça fait mal partout, mais on s'approche du bout, donc mentalement ça va mieux. J'aurais souffert. Hein. Heureusement que demain c'est tranquille. Ça reste 42 bornes, mais le côté de chill va faire du bien. Merci beaucoup les filles. J'ai l'impression d'être une merguez sur le grill là. Je pense que les arbres là qu'on voit là, c'est le domaine de Cheverny. On va y entrer par une porte là. On est vraiment au bout du bout. Moi aussi je suis au bout du bout. Merci. Et voilà, on entre dans Cheverny. Oh la taille des arbres. Le château de Cheverny et son domaine dont je vous parlerai demain, hein, étant donné que le marathon se court
autour de celui-ci. On en garde pour la seconde vidéo. Puis là on va profiter de la fin, savourer un peu. Enfin savourer. Le mot est... Je sais pas si le mot est bien adapté. Et le voilà sur ma gauche, le château de Cheverny. Merci. Ça y est, je vois l'arrivée. Merci. C'est vraiment... Pourquoi on fait ça déjà? Putain, mais ça fait mal ce sport. Enfin, pardon pour le langage, mais... Bordel. Allez, je suis de retour à Blois. Je vais en profiter pour faire le débrief. Donc là, on est le soir, hein. Je suis arrivé il y a un petit moment déjà. J'ai eu le temps de me poser un peu, de manger. J'ai pas fini trop mal, contrairement à ce que je pensais pendant un moment de la course. Quand on était dans la partie forêt. J'étais tellement dans le dur, tellement à m'asperger d'eau, peut-être une petite déshydratation, que je me disais que j'allais finir vraiment dans un sale état. Et au final, quand je suis arrivé, ça allait. Regardez comme elle est jolie, cette église Saint-Nicolas dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin bon, donc débrief de la course. Là, j'arrive à marcher plutôt bien. Mais j'avoue que je galérais un peu tout à l'heure. En fait, bon, j'ai les douleurs de course normales qui demain ne me poseront pas trop de problèmes. Et j'ai cette crampe que j'ai chopée au 30e, là, au mollet gauche, qui ne s'est pas aggravée tout au long de la course, mais qui est restée tout le long. Et là, du coup, j'ai une vraie contracture. J'arrive pas à la faire passer. J'ai massé, j'ai mis du chaud. J'ai fait un peu tout ce que je pouvais, mais bien mal. Bon, je pense que ça ira quand même demain, après une bonne nuit de sommeil, et puis en essayant de masser encore un peu ce soir. Donc pas de raison que je prenne pas le départ du marathon demain, même si ça risque d'être quand même un petit peu compliqué, bien que je le fasse en mode tranquille. Cette course, clairement, je suis parti trop vite. Je vous l'ai dit pendant la vidéo, à la base, je voulais partir à une allure de 4:30. Mais ces derniers temps, j'ai eu pas mal de problèmes de sommeil. Forcément, ça influe sur l'entraînement. Je me suis pas aussi bien entraîné que je l'aurais voulu. En plus, c'était assez court depuis le Ventoux. Hein. On est moins d'un mois après. Donc, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'entraînement à plat avec des vitesses. La dernière fois, quand j'avais fait le trail du Forêt, il y a 2 ans, j'avais eu la préparation marathon en fait pour Rome avant qui m'avait servi. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai fait un petit peu avec les armes du jour. Bon, pour ce long, ça s'est pas si mal passé, hein. J'ai une meilleure moyenne que sur le trail du Forêt, de 10 secondes par kilomètre, ce qui est plutôt pas mal. Après, on est 2 ans plus tard, donc évidemment, j'ai quand même progressé un peu aussi. Et ouais, donc je suis parti trop vite, mais aussi et surtout parce que je m'attendais pas à ce que ça parte aussi vite. J'avais regardé les résultats de l'an dernier, et en gros, avec mon temps d'aujourd'hui, j'aurais fait plus ou moins podium, quoi. Là, je fais 8e. Et surtout le premier l'année dernière pour la même distance, 64 et 600 D+, parce que oui, 600 D+, au lieu de 350 annoncés, et je crois pas loin de 64 km 5, pas loin de 65 quoi. Mais bref, le premier l'année dernière pour la même distance, il met 5h15 ou 5h20, c'était à la base ce que je voulais à peu près mettre. Je me doutais que le niveau serait beaucoup plus élevé cette année parce que le niveau augmente de partout sur tous les trails. Le niveau augmente, les indices diminuent. C'est de plus en plus compliqué de faire de belles perfs niveau indice. Et là, les premiers, ils me mettent 1 heure quasiment, 4h45 je crois environ. Les 3 premiers sont inatteignables. Et après, ceux qui sont devant moi, les 6e, 7e, ils sont à un quart d'heure. Donc j'aurais pas pu faire mieux. Mais ça n'empêche pas que je suis parti trop vite. Comme je vous disais, à la base, je voulais faire 4:30. Mais j'ai senti que j'étais pas en forme, donc je m'étais dit 4:45. Et en fait, quand tu vois qu'au bout de 1 km, t'es 25e, quoi, tu dis bon, je vais essayer quand même d'accélérer un petit peu, histoire de pas non plus me laisser trop distancer. Ce qui est bête, hein, parce que ça sert pas à grand chose.
Mais c'est toujours compliqué de se retenir, particulièrement chez les mecs, c'est un truc très masculin ça, de partir trop vite. Il me fait du bien cette petite balade du soir, ça fait circuler le sang. On a de nouveau le château en face, le château de Blois. Mais bon, cette allure de 4,30, 4,35 en gros, plutôt en moyenne je pense. Aucun problème, c'était parfois un petit peu dur hein, forcément, mais vraiment très bien jusqu'au 37e. Et puis l'entrée dans la forêt m'a vraiment plombé. On entrait après quasiment que du plat sur une partie beaucoup plus vallonnée que ce à quoi je m'attendais, puisque comme je vous dis, on a fini à 600 D+. Puis vraiment des tout petites montées, tout petites descentes, etc. Beaucoup de singles. Et le vrai problème, c'est que j'avais énormément de personnes du 35 à doubler. Et c'est hyper compliqué en fait, ça te fatigue 2 fois plus. Tu dois sortir du sentier sans arrêt dire est-ce que je peux passer à gauche. En plus moi je suis pas du genre à faire gauche et à passer. Je demande toujours à la personne, je lui dis est-ce que t'es ok pour que je passe, quand tu le sens je passe à ta gauche. Enfin bref, ah c'est joli ici. Donc énergie beaucoup plus compliquée. Ça m'a cramé de chez cramé cette portion. Et j'arrive au ravito, 3e ravito, dans un sale état. J'ai eu besoin de me poser quand même 3-4 minutes. Alors quand je dis me poser, m'hydrater, etc. 3-4 minutes quand même pour revenir un petit peu. L'église vue de l'autre côté. Et même la suite dans la forêt était très compliquée. Et finalement sur la fin, quand c'est redevenu roulant, j'ai pu relancer un peu. Alors la relance 5,30 quoi, 5,20, 5,15 tout au mieux. Mais ouais, sur le plat, j'ai perdu quasiment 1 minute par kilomètre entre l'entrée de la forêt au 37e et la sortie au 50e. Sans parler des kilomètres beaucoup plus longs dans la forêt. Et l'écart si grand entre moi, 8e, et celui de devant, qui est 15 minutes devant, alors évidemment, il était probablement beaucoup plus fort, mais je pense qu'il s'explique aussi par le fait que j'étais le premier du 63 à avoir ceux du 35 à doubler. En fait, les autres du 63 étaient passés plus tôt, donc ils n'ont pas eu à doubler ceux du 35, et tous ceux du 35 croyaient d'ailleurs que j'étais le premier du 63. Donc c'était cool, mais si vous tombez là-dessus, non, c'était pas moi, c'était pas mérité, mais merci beaucoup pour les encouragements. Et sinon, pour le côté historique, vraiment trop cool, vous le savez, j'adore ça. Entre Blois, Chambord, enfin Blois où je suis maintenant, Chambord, Cheverny. Alors Cheverny, on n'a pas trop vu le château, mais vous le verrez demain. Beauregard, les autres châteaux, c'était vraiment très cool. On a eu un temps magnifique. La chaleur a évidemment joué aussi sur le fait que tout le monde pète plus ou moins. Une très belle orga, c'est un gros événement, hein, je savais pas, mais il y a plus de 8000 personnes sur les 2 jours. Sur le trail, on était 245 inscrits je crois, mais bon je suis pas certain, j'avais cru entendre 200, je vous mettrai ça en dessous comme toujours. Et cette 8e place, j'en suis satisfait, hein, même si comme je vous ai dit, avec le même temps l'an dernier, je sais pas si je suis pas sur le podium quoi, mais le niveau augmente, c'est bien pour notre sport. J'avais qu'à me mettre au trail plus tôt. Allez, je retourne là où on loge, essayer de se coucher assez tôt et pas être trop fatigué pour prendre le départ de ce marathon demain, pour pouvoir en profiter quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Je sais pas quand elle sortira, normalement une petite semaine après celle-ci, et la prochaine ce sera celle du marathon. Merci, salut.